Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez ou que vous passez encore un bel été, de belles vacances, ou peut-être que c'est la rentrée pour vous, tout comme pour moi. Je fais mon premier jour aujourd'hui. Et sur les chapeaux de roue, puisque ça m'a manqué de ne pas faire de podcast sur les dernières semaines. Donc c'est reparti pour un tour pour le 5e épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de pouvoir, en fait garder son pouvoir quand on s'engage dans un chemin de développement personnel et ou spirituel. Ce sujet m'est venu suite à une conversation que j'ai eue avec une amie qui fait appel à une coach, à une psy, qui a déjà fait appel à beaucoup de thérapeutes et ça a été mon cas, c'est toujours mon cas, même si j'ai considérablement réduit le nombre de personnes auxquelles je fais appel aujourd'hui et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et donc c'est le cas aussi de nombreux de mes clientes et clients qui vont souvent me dire ma coach m'a dit ça, mon psy m'a dit ça, mon énergéticienne m'a dit ça, voilà. Et donc il y a comme un effet de je mets le thérapeute, l'accompagnant, le psy, peu importe, sur un piédestal et ce qu'il va dire, je le prends pour argent comptant. En fait, ce qui se passe, déjà quand on recherche du sens dans sa vie, quand on commence à travailler, je mets toujours des guillemets, même si vous ne le voyez pas, au mot travailler quand on parle de développement personnel, parce que c'est jamais très fun, mais voilà, quand on commence à travailler sur soi, il peut y avoir cet effet un peu vertigineux de « mais par où je commence ?» Donc là, j'en ferai un épisode à part entière, je pense. Du coup, on peut avoir tendance à aller voir plein de thérapeutes différents et de s'y perdre, puisque à force d'aller voir des thérapeutes qui vont avoir eux-mêmes finalement leur prisme de réalité, leurs croyances parfois limitantes, leurs peurs, leur vécu, leurs expériences, en fait tout ça passé à leur moulinette va venir comme dans un tamis s'inscrire dans votre cerveau à vous et imprimer de nouvelles croyances qui seront peut-être limitantes aussi pour vous. Donc la question du discernement est hyper importante, de toujours le garder quand on fait un travail sur soi. C'est hyper important parce que la tendance, c'est de se servir de ces outils, de ces thérapeutes comme de béquilles. Et là, c'est le meilleur moyen de ne plus savoir marcher en fait. À force de trop utiliser les béquilles alors qu'on sait marcher, et du coup, on va perdre en muscles, on va plus savoir marcher correctement, voire courir, on va perdre en masse musculaire et puis on va être comme un petit légume dans son fauteuil à plus savoir se dépatouiller tout seul. Donc voilà pour l'image, mais je l'ai moi-même fait, donc je ne jette la pierre à personne et je me suis sentie même un peu perdue à des moments puisque à force d'aller voir des personnes qui avaient leur prisme justement assez différent et que je prenais pour argent comptant puisque moi je manquais du coup de confiance en moi, de discernement, j'étais perdue dans ma vie, j'étais pas forcément bien dans mes baskets et donc forcément l'aide extérieure a été effectivement d'une grande aide parfois et assez souvent quand même, mais il y a aussi ce moment où il est important de se détacher du thérapeute ou en tout cas de garder cette distance, non pas de froideur relationnelle, mais une distance dans ce que la personne peut vous apporter, de la laisser à sa place. Et ça dépend aussi beaucoup du thérapeute. Certains thérapeutes vont se mettre en position de sachant, en position, comme on dit, haute, c'est-à-dire de mentor, de conseiller. Ils vont dire comment mener votre vie. Là, par exemple, pour reprendre l'exemple de mon amie, elle faisait appel donc à cette coach-là qui lui disait oui, mais sur une autre personne, sur une relation, moi j'ai vécu ça, du coup il faudrait plutôt adopter cette posture-là, et puis dire ça, et puis nanana, et donc elle était complètement perdue, et moi je lui ai dit, mais alors attends, déjà de base, alors en tout cas, je vous donne ma version, mais moi, comment je vois la posture de coach, c'est
vraiment une posture d'égal à égal. Donc, il n'y a pas de position de sachant. Alors, il peut y avoir une position de sachant, évidemment, avec les outils et les formations qui ont été, que le thérapeute, le coach, l'accompagnant, peu importe, apporte, ça c'est sûr. Simplement, dans la posture même dans l'accompagnement, le coach, en tout cas moi, comment je pratique le coaching, c'est vraiment une relation d'égal à égal. Je guide la personne, c'est-à-dire que voilà, je dis toujours, je montre, on va dire où est l'interrupteur avec ma petite lampe de poche, mais après la personne va se débrouiller, va prendre ses petites jambes et aller appuyer elle-même avec ses petits doigts sur l'interrupteur pour faire la lumière dans sa vie. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette coach, qui a aussi certainement ses problématiques et puis son contexte peut-être plus ou moins compliqué, ou en tout cas son schéma de pensée, son schéma de référence, son système de croyance, est venu, entre guillemets, un petit peu impacter mon ami sur son propre système de croyance. Et cet ami en question, qui est justement dans une phase de doute, de remise en question importante dans sa vie, a commencé à douter encore plus. Et donc, je lui ai dit, je lui ai répondu, je lui ai dit, de toute façon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens avec cette personne? Parce que, il faut aussi dire en passant, et ça c'est un point aussi très important, c'est que cette coach lui avait été conseillée par sa sœur, que sa sœur la consultait aussi. Donc très bien, ok, la recommandation, le bouche à oreille, c'est vrai que c'est important, surtout dans ces sphères-là, où, maintenant, je prêche pas forcément pour ma paroisse, mais c'est vrai que tout le monde est un petit peu coach, ou en tout cas souhaiterait le devenir, ou thérapeute, ou tout le monde s'autoproclame sur certaines compétences et certaines disciplines. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le tri, et encore plus quand on s'engage dans du développement spirituel. Là, c'est encore plus la fête à neuneux, quoi. Donc là, recommandée par sa sœur, donc du coup, ça lui inspirait confiance, sauf que c'est pas parce qu'elle a été recommandée par sa sœur que son accompagnement va lui convenir. Peut-être que cette personne convient très bien à sa sœur, parce que peut-être elles ont des similitudes dans leur développement, ou elles en sont arrivées, sa sœur en est à un stade où cet accompagnement marche bien pour elle, et tout. Peu importe, mais en tout cas, là je sentais bien que c'était pas fait pour mon amie. Et donc clairement, quand je lui ai demandé de se reconnecter à son ressenti vraiment intérieur, se disait, effectivement, je me sens pas hyper à l'aise avec elle, je me sens jugée tout le temps. Et donc c'est ça en fait, dès que vous sentez qu'il y a cette espèce d'infantilisation, parce que c'est ça aussi le travers dans lequel peut tomber facilement un thérapeute, un accompagnant, c'est d'infantiliser sa cliente, son client. C'est-à-dire qu'on se met en posture de « je sais, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, et donc je vais te dire comment mener ta vie ». Sauf que, bon, je grossis le trait de façon volontaire, mais ça non, personne ne pourra le faire. Personne ne pourra vous conseiller comment mener votre vie, même vos proches. Voilà, alors ça ne veut pas dire que les conseils de vos proches, de vos amis, de thérapeutes ne valent rien. Simplement, gardez à l'esprit il est important de garder à l'esprit que ça passe par leur propre filtre, qui n'est pas le même filtre que le vôtre. Que ce qu'ils vont vous conseiller, ça passe par le tamis de leurs projections, leurs peurs, leurs croyances, encore une fois, qui peuvent être positives ou limitantes. Ça, de toute façon, leur système de pensée, leur référentiel, leur éducation, leur vécu, leurs expériences, bonnes ou mauvaises. Mais du coup, le décisionnaire final, ça reste vous et non pas votre mental. Encore une fois, j'insiste lourdement sur cette idée que le mental n'est pas là pour prendre des décisions, mais sur votre ressenti vraiment intérieur. Est-ce qu'au contact de cette personne, je me sens bien et est-ce que je me sens encore libre ? Ou est-ce que je me sens infantilisée ? Est-ce que je me sens jugée ? Est-ce que je me sens poussée un peu trop, voilà, est-ce que c'est... des fois, il y a des personnes qui vont pousser hors de la zone de confort parce que le challenge, pour elles, pour ce genre de personnes, c'est OK, et puis elles ont besoin de se rentrer dedans, et elles ont besoin de se mettre en compétition, et puis de se faire du mal, et tout ça, mais si vous, c'est pas votre truc, et que vous avez besoin de douceur, de temps, parce que c'est ça aussi, accepter votre propre temporalité, et l'exposer à la personne qui vous accompagne. Mais ça, normalement, c'est à la personne qui vous accompagne de faire attention à ça. Donc, cette amie-là, elle a aussi testé plein d'autres choses, mais je parle de cette amie, mais c'est le cas de beaucoup, c'est mon cas, ça a été mon cas aussi, de tester plein d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte que essayer 1 milliard de techniques, d'outils, et ne rien mettre en pratique, ça sert à rien, voilà, tout simplement.
C'est comme faire pipi dans un violon, comme dirait l'autre. C'est comme les livres, en fait. Vaut mieux lire, enfin, même les livres de développement personnel. Ça sert à rien. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais moi j'ai acheté plein de bouquins de développement personnel, mais j'ai l'impression de stagner. Bah oui, on stagne, parce que si on lit les bouquins, déjà, on retient très, très, très peu de ce qu'on va lire. Et si en plus, on met rien en pratique, là, voilà, ça reste de lettres mortes, ça ne sert strictement à rien. Ce que j'aurais justement pour le coup à conseiller, c'est vraiment d'aller vers des outils, des accompagnements qui vont mettre l'accent sur cette autonomie-là en fait. Des choses que vous pourrez expérimenter, que vous pourrez tester grandeur nature, où vous pourrez constater les effets, les résultats dans la vraie vie, dans le concret. Et que c'est pas juste une vision de l'esprit. Et moi, c'est pour ça que je me suis dirigée d'ailleurs, forcément, je vais pas vous dire le contraire, mais vers des outils assez responsabilisants, puisque je ne veux pas et je ne peux pas prendre la responsabilité pour autrui de lui dire comment mener sa vie. Ça, c'est impossible. Et ça, si c'est ça, on va dans la dérive thérapeutique, voire des fois même dans la dérive sectaire. Donc clairement, c'est toujours de revenir à soi. Le discernement, éviter la dépendance en fait, et parfois aussi la perte d'argent du coup, parce qu'à force voilà, il y a aussi des accompagnements qui valent je sais pas combien en se disant ah bah tiens, je vais payer 10 000 € une coach parce que si ça vaut 10 000 €, dis donc ça doit donner ses résultats. Alors que le truc, c'est en visio, il y a 100 autres personnes, machin, enfin. Et ça, c'est en fait, j'en parlais cet été encore avec des amis. Ça, c'est du marketing pyramidal, en fait, tout simplement. En fait, c'est la coach du dessus qui va se faire de l'argent sur les coachs du dessous. Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le risque dans tout ça, d'aller courir les thérapeutes, les outils, ou en tout cas de s'en remettre totalement à la personne qui vous accompagne, c'est de finir finalement déçu. En fait, en se disant, mais j'ai fait je ne sais pas combien de rendez-vous, j'ai testé je ne sais pas combien de pratiques, et puis j'ai l'impression d'en être au même point, ou d'avoir fait un mini-pas, ou même parfois d'avoir un peu régressé, parce que tellement perdu qu'on ne sait plus quoi penser, quoi presque ressentir. Et il peut y avoir une espèce de vampirisation aussi, de l'accompagnement de l'accompagnant sur l'accompagné, on va dire, mais parfois de façon inconsciente. Et donc, les thérapeutes deviennent figures d'autorité. Donc, c'est toujours important parce que souvent, quand on consulte, voilà, c'est qu'on est dans des situations quand même peut-être parfois compliquées, qui nécessitent de l'aide extérieure effectivement, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et ça, c'est ok. Et heureusement que tous ces gens-là sont là et c'est super. Mais ne pas leur donner plus de poids qu'ils n'ont en tout cas. C'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous qu'il faut remettre votre confiance, on va dire vivre votre confiance par procuration. Et remettre la responsabilité, vous déchargez finalement de votre responsabilité sur l'accompagnant. C'est ça aussi, c'est de reprendre sa responsabilité, d'assumer ses responsabilités, de dire à un moment donné, c'est moi qui décide. Et toujours, même pas à un moment donné, je décide. Donc, première étape, c'est déjà pourquoi je vais voir ce thérapeute-là. On me l'a recommandé, ok, super. Ou je l'ai vu sur Internet, je sais pas où, ok. Est-ce que je le sens bien? Est-ce que c'est ok? Est-ce que, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, mais ne vous précipitez pas juste parce que c'est quelqu'un qu'on vous a recommandé, ou en tout cas, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas forcément. Parce qu'un accompagnant n'est pas le bon accompagnant pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, entre guillemets. Et heureusement, et c'est pour ça que voilà, il n'y a pas qu'un seul coach ou un seul psy pour la terre entière, ou un seul thérapeute, voilà, peu importe les disciplines. Ensuite, une fois qu'on a choisi, c'est de se dire avec quelle posture j'arrive en fait. Est-ce que j'ai envie de garder justement ma responsabilité? Est-ce que je prends mes responsabilités? Et surtout, est-ce que je vais au bout des choses? Est-ce que je teste? Est-ce que j'expérimente? Ou est-ce que j'y vais en position vraiment passive et voilà, j'attends que ça se passe, un peu comme les psys, hein, vous pouvez leur raconter un peu n'importe quoi en fait, hein, donc ils seront plus ou moins aguerris et sauront décoder et lire entre les lignes. Mais si vous leur dites pas tout et que vous masquez un peu les choses, c'est comme quand on fait un test de personnalité et qu'on répond de façon orientée. Ok, le résultat sera pas du tout cohérent avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est déjà de décider de pas se mentir, de se dire la vérité, de ne pas se cacher. Donc c'est un travail à faire en amont, se dire ok, là je vais peut-être aller remuer la merdouille, mais je vais y aller franco. Je vais tout dire, mais surtout, je vais faire preuve de discernement et je vais garder mon pouvoir.
Parce que donner le pouvoir à l'autre, là, c'est là que ça peut vraiment, vraiment faire des dégâts. Parce que la seule boussole valable, finalement, c'est vous. C'est votre intuition personnelle. Et c'est accepter aussi que certaines personnes ne soient pas bonnes pour vous. Ça veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes de base, pas de bonnes personnes, mais pas bonnes dans le sens où ce ne sont pas forcément les bonnes personnes pour vous accompagner, les personnes adéquates, on va dire. Ou parfois, il peut s'avérer que, moi ça m'est arrivé d'ailleurs, que la personne qui vous accompagnait, à un moment donné, ça y est, vous êtes arrivés au bout du chemin ensemble. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit deuil à faire. Moi, je l'ai vu avec une thérapeute qui m'a suivie pendant des années et des années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je sentais que, voilà, on avait fait le tour de la question. Alors, moi, c'est vrai que il y avait une sorte d'attachement. Et de toute façon, c'est difficilement évitable. Et c'est dur de garder cette distance, que ce soit pour le thérapeute ou pour l'accompagner. De garder cette distance où il y a quand même de l'émotionnel, de l'affect qui entre en compte. Mais je sentais que vraiment, ça résonnait plus, quoi. C'était presque comme si on avait changé de longueur d'onde. Et non pas que je sois arrivée à un stade plus auquel ou inversement, mais c'est juste que, elle m'a accompagnée jusqu'à un endroit. Et puis de cet endroit, moi j'ai rencontré d'autres personnes et j'avais besoin plus de ces personnes-là. Et puis peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Et puis c'est OK. Tout comme moi, j'ai accompagné certaines personnes qui sont certainement passées à autre chose par la suite. Et puis, ça fait partie du chemin aussi et de son développement. C'est un petit peu comme dans un couple aussi à un moment donné. S'il y en a un des deux qui prend une autre voie, il faut re-questionner la notion de couple et puis se dire est-ce qu'on continue ou pas ensemble. En fait, ça se re-questionne à chaque fois la relation, y compris dans une relation d'aidant et aidé. Et puis surtout, voilà, se garder en tête que tout comme on a notre propre réalité, qui est faite finalement, qui est complètement subjective, et complètement relative, qui est faite de notre vécu, de nos expériences, de nos conditionnements, de notre éducation, de tout ce qu'on veut. L'autre aussi, y compris les thérapeutes, qui ne sont pas des bouddhas incarnés, sans problème, qui ont pas, ils ont leurs travers. Mais je parle pour moi aussi, j'ai aussi mes challenges, mes problématiques, mes croyances limitantes encore qui me collent à la peau et que je dois me challenger à chaque fois et y retourner parce qu'elles sont tellement ancrées qu'il faut y aller quand même y retourner de temps en temps. Ça ne m'empêche pas de bien l'accompagner, d'être compétente dans mon métier, avec mes outils, et d'être parfois beaucoup plus lucide pour les autres que pour moi. Donc ça, c'est une aide précieuse, effectivement, c'est une aide précieuse quand vous trouvez le thérapeute comme ça qui arrive à être lucide pour vous et à vous... C'est comme si c'était un moyen d'éveil et de conscientisation. Et une fois que vous avez mis sur le tapis, là, voilà, tous ces trucs-là qui vous encombraient, ensuite, c'est à vous de les jeter. Donc on peut vous y aider, voilà, comme pour un déménagement, on peut vous donner un coup de main. Vous ramenez vos potes et puis après, on boit de la bière, enfin, j'aime pas la bière, mais bon, voilà, on boit du cidre et puis on mange des chips, quoi, enfin, voilà. Donc, ou du pâté. Mais en tout cas, c'est à vous, quand même, de mettre la main à la pâte et surtout de dire stop. La question de la limite est quand même hyper importante. Parfois, il peut y avoir aussi des sortes d'intrusions, et pas forcément conscientes, pas forcément voulues, mais juste parce que le thérapeute, il va y aller, et puis il va se dire tiens, ok, je pense que le problème, il est là, mais si vous sentez pas encore d'y aller, c'est ok. Pareil, on pose ses limites. Vous avancez, vous acceptez votre temporalité, sans se cacher derrière je suis pas prêt, je suis pas prête. C'est une question vraiment de timing aussi, mais de respect de soi-même, de reconnaissance de ses besoins, de respect de soi-même et d'alignement avec son pouvoir personnel et son intuition. Donc ça demande justement d'expérimenter. Voilà, j'adore du coup cet outil pour ça. Le design humain, c'est que c'est un outil qui s'expérimente, qui donne des clés concrètes. Voilà, il y a la belle photo de vous, et puis ensuite, il y a des outils concrets. Mais les personnes qui viennent en séance avec moi, et ensuite que je ne revois plus, je ne peux pas les forcer à expérimenter le design humain. Si elles n'ont pas envie, du coup, elles auront eu une séance sympa de 2h30, puis elles auront dépensé de l'argent, mais du coup, est-ce que ça va vraiment leur profiter? Je ne sais pas. Donc c'est ça l'important. C'est aussi
d'aller dedans, de faire quelque chose. Ça sert à rien d'aller tester 10 000 outils, 10 000 techniques, si c'est pour ne rien tester. Après, il y a des techniques qui sont un peu, entre guillemets, passives, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, mais si ce n'est qu'à ouvrir et puis à aussi prendre conscience des choses et essayer de faire des ajustements dans votre vie en vous écoutant davantage. Donc c'est, si par exemple, je prends le cas des soins énergétiques. C'est vrai que les soins énergétiques, ça ne demande rien à la personne qui est accompagnée en fait. Voilà, quand moi j'ai les personnes que j'accompagne en séance, bon bah voilà, on discute ensemble, tout ça, et puis après je fais mon soin, et puis je leur fais le débrief, et puis elles continuent leur vie. Mais si ce qui a été, on va dire, nettoyé, et donc qu'on a exprimé, qu'on a conscientisé lors du soin, que la personne elle retombe, entre guillemets, dans ces travers-là, et qu'elle ne passe pas de la conscientisation à la mise en pratique concrète, en fait ça va recommencer, ça va revenir. Donc, c'est de rester actif, maître et actif de la situation. En fait. Et puis, ça demande de la patience. Il n'y a pas, selon moi, de baguette magique. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, il y a des gens d'ailleurs que ça rebute de commencer à travailler sur eux parce qu'ils vont se dire, tiens, mais là, je vais ouvrir la boîte de Pandore. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que ça va me péter à la tronche, il y aura trop de choses, ça va demander trop de taf. Je préfère à la limite rester dans l'ignorance plutôt que d'aller voir ce qui se passe là-dedans parce que ça va être trop de taf. Et du coup, en fait, à côté de ça, on va voir fleurir des thérapies ou des accompagnements qui vont vous promettre, voilà, beaucoup de coachs, c'est vrai, beaucoup de pubs comme ça, où on va vous promettre la révolution dans votre vie en un mois, en 2 mois, en je ne sais pas combien de séances. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Enfin, ou alors, si ça existe, s'il vous plaît, démontrez-le-moi. Clairement, parce que même quand on se connaît, par exemple le design humain, ça vous donne vraiment un mode d'emploi finalement, votre notice Ikea, hein, j'aime bien dire ça. Mais ok, vous savez comment vous fonctionnez, mais si vous apprenez pas à monter le meuble en fait, si le meuble il reste dans le carton et que vous ne le montez pas vous-même, en fait le meuble il sera pas meuble en fait, il restera en kit. Donc là c'est pareil, c'est de se dire ok, voilà, je commence à bosser sur moi, il va falloir que j'y mette un peu du mien. Et puis ça va pas se faire demain, et puis il y a un chemin. Et le chemin, franchement, il est cool, quoi. Moi, je le trouve chouette. Il est perturbant parfois, il est déroutant, voire déstabilisant, voire parfois c'est chaotique, mais vous avez tout à gagner. Mais il s'agit de trouver les bonnes personnes, et la bonne posture, et de toujours garder son autonomie. Vraiment, de se respecter, de rester connecté à soi. C'est hyper important. Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est entreprendre une démarche de quête de sens, d'alignement, de développement personnel. C'est vraiment aller à la découverte de soi pas à pas, en respectant sa propre temporalité. Ça, c'est hyper important, en fait, parce que vous n'êtes pas à la place de l'autre et l'autre n'est pas à votre place. Donc, il y a des choses qui paraîtront simplistes pour des personnes en se disant mais c'est quoi son problème et franchement, et on va vous conseiller mais t'as qu'à faire ça et puis franchement c'est bon, tu seras débarrassé. Sauf que si vous, ça va venir, ça fait résonner, ça entre en résonance avec une problématique hyper ancrée, avec potentiellement un trauma, en fait ça va peut-être prendre plus de temps. Et c'est ok, même si ça paraît débile à l'autre personne en face, c'est complètement hyper simple à résoudre. Donc pas de jugement envers vous-même, mais surtout jugez l'autre, entre guillemets. Mais faites vraiment preuve de discernement. Ça, en tout cas, si je peux me permettre un conseil, pour le coup, c'est ça. C'est de conserver votre discernement. Vous êtes votre propre boussole, et ça, je le répète. Vous savez, finalement, au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Que ce soit des relations, des situations, des personnes, des lieux de vie, tout. Il y a juste à aller pêcher, mais il y a juste, entre guillemets, c'est juste, c'est pas une mince affaire, finalement, à se reconnecter à soi. Et donc, ça ne veut pas dire que se reconnecter à soi, du coup, vous pourrez tout faire tout seul. C'est bien d'être aidé et c'est parfois utile et voire salvateur. Mais par les bonnes personnes, ça c'est hyper important. Et surtout, n'entrez pas dans... Ne vous laissez pas impressionner par un thérapeute, même si ce thérapeute est génial. C'est une personne à part entière qui a aussi des problèmes. Sinon, il peut y avoir aussi cette sensation de « Oh là là, mais... il ou elle est tellement avancé et moi, je suis qu'une pauvre petite chose vulnérable et fragile. » Et donc, soit je m'en remets à elle, soit je complexe et je développe un sentiment d'infériorité vis-à-vis d'elle. Ça peut aussi être un biais qui est souvent rencontré.
Voilà pour ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez des questions sur le sujet, des interrogations, ou si vous souhaitez que je vous accompagne d'une façon ou d'une autre dans votre quête de sens et d'authenticité, eh bien, je m'en ferai un grand plaisir. Et puis, je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses, de bien crapahuter sur votre chemin, de trouver plein de pépites et surtout de les garder précieusement parce qu'elles valent leur pesant d'or. Je vous dis à très bientôt et bonne route!